Bien, si vous voulez, on va démarrer donc nos travaux. Mesdames, Messieurs, donc bonjour et bienvenue donc pour ce 10e forum Agri-Novembre. Ravi de vous retrouver. Merci d'avoir répondu donc aussi nombreux à l'invitation de la Technopole Agrinov pour une édition, je dois vous le dire, que nous espérons exceptionnelle. Une édition 2024 exceptionnelle tout d'abord puisque co-organisée, il faut le signaler, avec le cluster machinisme. C'est une première. Une édition exceptionnelle dans sa thématique et son intitulé, vous l'aurez certainement relevé dans le carton d'invitation, un monde à innoventer ensemble. En voilà une belle ambition qui va nous permettre de donner la parole donc, à des acteurs économiques, vous allez le voir, pour lesquels notre monde est certainement inévitable à leurs yeux, sinon souhaitable. Et c'est bien d'innovation et d'invention dont il va être question donc, tout au long de cet après-midi. Une édition exceptionnelle aussi, car nous aurons le plaisir et l'honneur d'y accueillir Philippe de Sertine, économiste de renom, directeur de l'Institut de haute finance, fondateur donc d'une chaire sur les financements alternatifs au secteur agricole, Finagri, à qui nous avons confié la mission de nous bousculer dans nos convictions, de nous expliquer aussi en quoi les transformations de notre environnement vont certainement nous obliger à innover pour peut-être, espérons-le, arriver à définir un nouveau modèle économique pour l'agriculture. Innover, donc, il en sera question pour notre première table ronde. À partir donc, de la thématique de l'énergie, nous donnerons donc la parole à des agriculteurs, vous allez le voir, à des entrepreneurs qui essaient de s'adapter au changement climatique, d'autres qui se regroupent aussi pour répondre aux défis économiques et environnementaux de l'agriculture, d'autres encore qui se tournent vers les énergies renouvelables pour imaginer et construire le développement de demain. Inventer sera aussi au cœur de notre deuxième table ronde, durant laquelle donc, les intervenants, vous le verrez, se pencheront sur la question de l'accès au foncier, de l'accès au foncier agricole et de son financement. Là aussi, de nouvelles solutions existent pour s'installer, pour transmettre son outil de travail. D'autres encore sont à inventer probablement pour peut-être essayer de participer mieux encore au renouvellement des générations d'agriculteurs. Alors voilà pour le programme de cette 10e édition que nous voulons donc exceptionnelle, au cours de laquelle nous procéderons bien évidemment aussi, comme chaque année j'ai envie de dire, au lancement officiel du concours Agrinov, Innovation pour l'agriculture. Sur ce, je vais laisser le soin tout de suite à Nicolas Lacombe, donc le maire de Nérac, qui nous accueille aujourd'hui, président par ailleurs de la Technopole Agrinov, d'ouvrir officiellement donc, ce forum 2024. Nicolas, si vous voulez bien, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour ce forum Agri-Novembre 2024. Alors l'édition 2024 d'Agri-Novembre, ça marque à la fois un anniversaire et un tournant. Un anniversaire parce que c'est la 10e édition, ça a été dit tout à l'heure. Un anniversaire aussi parce que c'est les 5 ans de notre pépinière d'entreprise qui a vu le jour en 2019, au mois de novembre, qui a ouvert à proximité du lycée agricole sur le site Agrinov. Et un tournant parce que dans une semaine, le lundi 18 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, vont commencer les travaux de réalisation de la zone d'activité qu'on attendait depuis longtemps. Et l'implantation sur cette zone de l'entreprise Babcock Wanson a été un formidable accélérateur administratif. Vous connaissez parfois sur certains sujets la lourdeur de l'administration française pour débloquer des projets. Eh bien, le maintien sur Nérac d'une entreprise qui compte aujourd'hui 150 emplois et qui va en créer d'autres derrière, je crois que ça sera évoqué tout à l'heure, a été un formidable accélérateur et on a déjà d'ores et déjà des réservations sur cette zone qui fera une quinzaine d'hectares et 7 hectares pour l'entreprise Babcock. Donc Agrinov, c'est tout ça, c'est une zone d'activité qui va avoir le jour bientôt, c'est le forum Agri-Novembre qui nous réunit aujourd'hui, c'est un concours national qui est aussi à sa 10e édition et la 11e édition sera lancée tout à l'heure et c'est une pépinière d'entreprises qui a accueilli déjà plusieurs entreprises sur son site et qui les a vues partir et se développer pour certaines sur l'Albret, ce qui était l'objectif de cette pépinière. Donc voilà en gros, en quelques mots très rapides, quel est l'écosystème que nous avons voulu créer sur l'Albret autour de la thématique Agrinov. Aujourd'hui, c'est le 10e forum qui nous réunit. Je vous remercie d'y être venus nombreux. Je souhaite à chacun de vous un très bel après-midi à Nérac. Merci à vous. La photo qu'il y avait me paraît bien vieille. Je pense qu'elle n'est pas très récente, mais c'est bien moi que vous voyez sur la photo à l'écran.
Bien, merci Nicolas donc, pour ce mot d'accueil et d'introduction. On va engager tout de suite les hostilités donc, avec la première table ronde. Une table ronde donc, pour parler innovation énergétique. Et pour cela, donc, je vais demander à un certain nombre d'invités donc, de rejoindre la tribune, en commençant par Delphine Morel-Chevillier. Delphine Morel-Chevillier, donc, qui est responsable développement de la société Babcock Wanson, dont Nicolas Lacombe vient de parler à l'instant, accompagnée donc de son directeur industriel, donc François Blin. Gwenaël Bourdic, donc, qui est président de l'association Hydrogène Vallée. Installez-vous comme vous voulez, il n'y a pas de protocole particulier. Julien Chapollard, donc, qui est agriculteur, éleveur lot-et-garonnais, membre du collectif agricole Métalbré. Et enfin, Christophe Marange, donc directeur général de la société Model. Donc, bonjour à toutes et à tous. François Blin, donc, directeur industriel de Babcock Wanson. J'ai noté que vous vous présentiez comme le leader européen, ou en tout cas un des leaders européens dans la conception, la fabrication, la maintenance et l'optimisation de chaudières industrielles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu plus détaillé justement de cette société et de vos activités, François Blin? Oui, alors effectivement, bonjour à tous. Effectivement, Babcock Wanson, c'est tout ce que vous avez dit, mais on est d'abord là comme étant un acteur important Vous m'entendez? Il y a un petit peu de retour. Un acteur important de la transition énergétique, et on se positionne comme ça avec tous les produits qu'on fabrique, que ce soit des chaudières ou en tout cas des chaufferies industrielles, des équipements thermiques au sens large. Voilà. Très bien. Donc vous êtes implanté à Nérac depuis 1947, donc c'est pas d'hier. Vous avez fait le choix tout récemment d'y consolider, Nicolas Lacombe le soulignait, donc d'y consolider vos activités avec un nouveau site de production et de nouveaux équipements. Qu'est-ce qui a prévalu à ce choix et pourquoi le choix précisément d'ailleurs de Nérac et plus encore de la Technopole à Greenove? Alors d'abord, il y a deux aspects dans votre question. La première réponse que je vais apporter, pourquoi un nouveau site ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouvel outil industriel pour servir notre stratégie d'être le leader incontesté de la transition énergétique, le leader international. Il nous fallait un outil. Pourquoi ? Un outil pour espérer pouvoir fabriquer les produits de demain. Et comme produit de demain, comme produit décarbonant, on a les chaudières électriques de puissance. Et dans l'usine actuelle, qui est, vous l'avez dit, vieillissante, 1947, les premiers bâtiments. On ne pouvait pas faire tout ça. On ne pouvait pas non plus relocaliser de la fabrication qu'on a aujourd'hui dans des pays lointains. Et on souhaite, avec cette nouvelle usine, faire tout ça. Si je veux répondre au deuxième aspect, à savoir le territoire, il nous tenait à cœur de rester dans ce territoire, ça c'est sûr. On a partagé beaucoup de choses. On a beaucoup de compétences dans notre usine qu'on souhaite garder. Effectivement, on a eu un accueil chaleureux de la municipalité, des communautés de communes. On a été bien aidé pour trouver le terrain qui va bien. On a eu plusieurs propositions et un terrain qu'on a retenu finalement. On a aussi bénéficié du soutien du préfet dans toutes ces démarches, et c'est pas fini. Parce que vous savez, acquérir un terrain pour aller construire une nouvelle usine, c'est quand même un projet qui est semé d'embûches. Et nous, en tant qu'industriels, on a aussi besoin de respecter un planning, parce que tout ça, ça se fait dans un planning qui est serré. La concurrence ne nous attendra pas. Ces premières chaudières électriques de puissance, ces produits qu'on veut relocaliser à Nérac, on ne va pas faire ça dans 10 ans. Et c'est vrai que le challenge est grand. Notre nouvelle usine devrait être sur pied et opérationnelle fin du premier semestre 2026. C'est demain. À l'échelle d'une construction telle que ça, c'est demain. Voilà. Donc un projet de territoire, et si je retiens également un projet de territoire qui voit le jour parce qu'il y a eu beaucoup de coopération, et on va en reparler de cette idée de la coopération tout au long de l'après-midi pour rendre les choses possibles. Merci François Blin pour ces premières informations. Delphine Morel-Chevillier, donc vous êtes responsable développement chez Babcock Wanson. Oui, bonjour. Bonjour. S'agissant de mettre au point donc, les chaudières de demain, j'ai compris que vous investissiez lourdement dans les solutions de décarbonation au regard des enjeux liés au changement climatique. Il y a un projet en particulier, alors il a un nom, projet choc en l'occurrence,
qui est un projet de chaudière à zéro émission de carbone. C'est une illustration donc, de la démarche qui est la vôtre. Quel est le concept précisément pour que notre assistance comprenne bien de quoi il retourne? Et est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes aussi du développement industriel de cette chaudière nouvelle génération? Oui, bien sûr. Donc effectivement, le nom, le projet Choc, chaudière zéro carbone, bon, c'est un anagramme, on ne sera pas à zéro pile non plus, voilà. Mais bon, pour marquer un peu les esprits, et ce sera le nom commercial de ce projet. Globalement, le concept du projet Choc, donc on va continuer à utiliser des combustibles fossiles, donc là en l'occurrence ce sera du gaz, du biogaz, etc. Mais de récupérer, donc quand on va brûler le combustible fossile, on fait des fumées qui contiennent du CO2, donc tout le sujet de la décarbonation est là. Et donc l'idée c'est de récupérer ces fumées, de les nettoyer, les liquéfier, de récupérer le CO2 plutôt que de le lâcher à l'atmosphère. Voilà, globalement c'est le concept, quoi. Donc après, voilà, quelques petits détails, c'est pas si simple que ça. Quand on fait une combustion avec de l'air, on a un gros volume d'azote. Dans l'air, il y a beaucoup d'azote qui ne nous sert à rien en combustion, qu'on retrouve dans les fumées. Et donc là, c'est compliqué pour récupérer le CO2. Si on veut de bonne qualité de CO2, de bonne teneur en CO2, donc ce qu'on va faire, on va générer une combustion avec de l'oxygène pur pour s'affranchir de cet azote qui finalement nous embête pour capter le CO2 de manière correcte. D'où aussi l'enjeu de générer une combustion en oxygène pur sous chaudière, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, d'un point de vue technique, c'est une chaudière qui fonctionne, le projet Choc? Pas encore. Pas encore. Bientôt. Bientôt? Très bientôt. Très bientôt. Juste un mot peut-être rapidement sur le projet Choc en lui-même. C'est un consortium de 16 entreprises, donc 16 entreprises françaises. Donc, on s'est regroupés pour mener à bien cette innovation. Dans la structure du projet, donc, on est 5 constructeurs. Donc il y a l'aspect brûleur en lui-même, chaudière, le système de liquéfaction, l'automatisation de tout ça. Et voilà. Donc, et dans le projet également, donc, on a 3 partenaires financeurs que nous on appelle nos sponsors. Donc il y a GRDF, GDF et Total Energy qui participent financièrement, qui nous aident financièrement à ce projet. Et ensuite, d'autres entreprises qui sont des observateurs. Donc, en fait, c'est des futurs clients industriels potentiellement intéressés par ce type de solution. Parce que, évidemment, ce genre de solution sera intéressante sur des sites où il y a une utilisation du CO2 derrière. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, vous l'avez, François Blin a commencé à le dire, d'autres pistes sont également en développement, comme l'utilisation de l'hydrogène et du biogaz, des biogaz. Où est-ce que vous en êtes précisément donc, en la matière? Et est-ce que votre présence sur le site Agrinov, est-ce que ça présage de possibles collaborations aussi avec le milieu agricole? Oui, donc effectivement, François a parlé des chaudières électriques, c'est une voie. Il y a le projet Choc, c'est une autre voie. Mais on continue les pistes, on continue à travailler évidemment sur l'aspect hydrogène. Donc aujourd'hui, sur le site de Nérac, on est en train de finir l'installation de tout ça. On va bientôt injecter de l'hydrogène sous nos équipements. Et effectivement, tout ce qui peut être biogaz, biométhane, etc. Où là, bon, c'est peut-être moins de la recherche, mais plus, on va dire, du développement de solutions. Parce qu'il y a quand même des choses qui existent là-dessus, quoi. Et pour répondre à votre question, oui, alors des voies de collaboration entre l'industrie et l'agriculture, bon, même si aujourd'hui les passerelles ne sont peut-être pas encore évidentes, oui, bien sûr qu'on peut rester ouvert à tout ça. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a des sujets communs, oui. Et la présence sur Agrinov ne peut que faciliter les choses. Merci Delphine Morel-Chevillier, donc responsable développement chez Babcock Wanson. François Blin, je reviens vers vous. On vient de l'évoquer très très rapidement, mais on voit bien qu'il y a de nouvelles solutions technologiques pour des chaudières toujours plus propres, j'ai envie de dire. Mais aussi, puisqu'on parle innovation, une innovation qui peut résider dans la mesure en temps réel et à distance de l'efficacité énergétique de vos chaudières. Vous me disiez, lorsqu'on a préparé cet échange, elle est là aussi l'innovation chez Babcock Wanson? Oui, c'est vrai qu'on bénéficie sur ce sujet-là des avancées technologiques. Si je me remets une bonne dizaine d'années en arrière, on essayait déjà de développer ce lien avec les chaudières installées pour récupérer de l'information et avoir le plus possible en temps réel
une mesure de l'efficacité de l'équipement dans sa production. Bien aidé par les technologies, et aujourd'hui on a une solution 4G qui permet de faire que les chaudières qui quittent le site de Nérac aujourd'hui sont des produits connectés. On est capable aujourd'hui d'avoir en temps réel l'efficacité énergétique de nos chaudières en situation, en fonctionnement chez les clients. Alors, loin de moi le fait de vouloir dire qu'on va piloter les chaudières à distance, parce que ça, c'est interdit. L'idée, c'est quand même de pouvoir renseigner le client sur l'efficacité énergétique de son équipement, donc le renseigner sur n'importe quelle dérive. Ça peut aller très loin. On peut nous proposer des services d'aide, je dirais, pour remédier aux problématiques qu'il peut y avoir sur les équipements. Mais au-delà de ça, ça permet à nos clients d'exploiter leur équipement de production de vapeur, par exemple, sur leur plus haut rendement affiché. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Et ça, c'est rendu possible parce qu'aujourd'hui, on est capable de transférer des données en temps réel en 4G, ce qui n'était pas la même histoire il y a une quinzaine d'années où le problématique, c'était la connexion. Aujourd'hui, 99% des sites où on a des chaudières avec du 4G, on est capable de communiquer directement et on s'est affranchi du problème qu'on avait à l'époque d'utiliser le réseau du client avec toutes les protections qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, c'est simple. Merci pour ces informations. Retenez bien ce qui vient d'être dit parce que probablement que dans l'intervention de Philippe de Sertine, on reviendra sur ces sujets-là liés donc à la mesure de la performance qui est un élément clé dans la performance globale, évidemment. On va changer d'illustration. Julien Chapollard, donc agriculteur, éleveur, membre du collectif Métalbré. Alors s'agissant d'illustrer donc les innovations énergétiques dans le domaine agricole, bon, j'ai envie de vous dire, Julien, on ne peut pas dire que la méthanisation soit à proprement parler une innovation aujourd'hui, parce que bon, des projets de méthaniseurs, il y en a maintenant un peu partout. En quoi le projet qui a été le vôtre, Métalbré, donc, bien qu'il y a le mot Albré dedans, auquel vous êtes associé, constitue selon vous une innovation? Elle est où l'innovation dans ce projet Métalbré? Alors l'innovation, elle est peut-être sur le fait qu'on l'a fait à plusieurs, qu'il n'y a pas que des agriculteurs, et qu'on a réussi à s'intégrer dans le territoire sans trop de problèmes particuliers. Donc nous, on n'a pas imposé un lieu de fabrication de site. On a proposé aux élus et aux locaux un peu 3 sites, et tout le monde s'est plus ou moins positionné sur le même, et c'était celui qui nous arrangeait, et le plus central par rapport aux apports de matière et aux épandages. Voilà. Donc après, dans l'innovation, il y a aussi le partage de connaissances et le travailler à plusieurs. Mais ça, je veux dire, pour nous, c'est pas forcément nouveau. Alors dans le groupe, il y en a certains qui avaient moins l'habitude que nous parce qu'ils ne travaillent pas forcément à plusieurs. Mais nous, on est en CUMA depuis plus de 50 ans. Nos parents, nos grands-parents avait déjà mis en place ça sur des exploitations plus petites. Et nous, malgré des exploitations qui grossissent, on arrive à garder ce tissu local avec ma génération et la génération de nos parents qui sont encore en activité. Et on a réussi à créer ce groupe. Alors ce groupe-là, il est le noyau, c'est le noyau de la CUMA. Et après, il s'est greffé quelques agriculteurs autour sur ce projet. Vous êtes 7 au total, je crois. On est 8, et le 8e, c'est la SEM à Vergy, qui est juste à porteur de fonds. Voilà. Donc un projet de territoire, si j'ai bien compris, un projet à taille humaine, un groupe assez restreint, un projet avec et pour les agriculteurs, c'est important peut-être aussi de le rappeler. C'est ça les ingrédients nécessaires pour réussir ce type de projet et le faire accepter dans le territoire? Mais l'idée, c'était Alors, il y a une grosse partie des méthaniseurs qui se montrent quand même, où on y met beaucoup de cultures intermédiaires à l'intérieur. Nous, notre projet, il est basé quand même sur les effluents d'élevage. L'idée, c'était de valoriser une matière qu'on posait en tas au bout du champ, qui passait l'hiver. Les jus pouvaient s'écouler, le méthane s'en allait quand même. L'idée, c'était de récupérer tout ça et essayer d'en faire quelque chose d'efficient et de valoriser cette matière qui est un déchet et qui aujourd'hui devient une matière qui commence à avoir plus de valeur qu'une matière alimentaire. Je le précise parce que ça devient grave. Et aujourd'hui, nous, on est en bio. Alors nous, GAEC des Flots Blancs, donc moi et ma sœur. Et on va réussir à avancer et à continuer grâce à ça parce qu'on va valoriser nos matières. Et pas parce qu'on fait du lait
ou des pois chiches ou du maïs popcorn. Ça, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, ça devient grave. On veut tous du bio, mais personne ne l'achète. Oui, donc, il y a 20% hein, de l'appro du méthaniseur qui se fait à partir d'ensilage. Hein. Donc en fait, on a 20% qui viennent de culture. C'est la variable d'ajustement par rapport au fumier qu'on aura récolté dans l'année. Donc la part, elle est très faible, voilà, par rapport à beaucoup de projets qui se montent. Et c'est pour ça que même s'il y a une incidence climatique, on en prévoit toujours un peu plus. Mais nous, ça ne va pas avoir d'impact. On aura toujours des solutions pour trouver des coproduits à la rigueur, parce que les volumes sont faibles. Voilà. Avec le recul, parce que à tort, je parle de projet, puisqu'aujourd'hui, le méthaniseur, il est construit, il fonctionne. Vous produisez du gaz et vous l'envoyez dans les réseaux. Avec le petit recul qui est le vôtre, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux, aux agriculteurs qui se posent des questions pour sécuriser leurs revenus, pour valoriser leurs déchets? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire sur la manière de s'y prendre avant de se lancer dans un tel projet? Il faut d'abord bien construire son groupe, je pense. Les personnes qui nous entourent et avoir confiance. Alors, tant qu'on n'a pas travaillé avec eux, c'est compliqué de dire qu'on a fait le bon choix. Mais voilà, il faut essayer de partir à plusieurs plutôt que tout seul. Parce que ça nous permet d'avoir, même nous, là, dans le groupe, où il n'y a pas forcément que des agriculteurs, il y a des gens qui ont une autre expérience à nous apporter que purement agricole. Voilà, sur la gestion d'entreprise, sur plein d'autres choses. Voilà, donc ça permet aussi de ne pas se sentir seul aussi. Parce qu'on est confronté à multiples problèmes. Enfin, c'est un peu comme Bangkok, quoi. Je veux dire, quand on a décidé de le faire, c'était 2019. Ça fait 10 mois qu'on produit, quoi. Donc le millefeuille administratif, il est infernal, quoi. Il est infernal. Bon, c'était pas l'objet du sujet, mais c'est bien de le rappeler. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut, il faut y aller. Pour le faire, il faut monter un groupe. Et après, il faut essayer de trouver... c'est la matière le problème. Donc après, une fois que le groupe est sécurisé et que la matière aussi, il faut trouver une banque qui finance et puis être pas trop loin d'un réseau d'injection de gaz, parce que c'est quand même plus intéressant que de faire de la cogénération. Et après, le projet en lui-même, il est rentable. Après, c'est plus le fond qui est plus compliqué à faire que construire le groupe et faire coopérer. On va beaucoup en reparler cet après-midi. Merci Julien pour ce second témoignage. Donc agriculteur éleveur, membre du collectif Métalbré. Gwenaël Bourdic. Gwenaël Bourdic qui est président d'Hydrogène Vallée, une association. Donc vous présidez cette association, Gwenaël. Le siège, et c'est important de le rappeler, est à Tonneins, en Lot-et-Garonne. Ça a du sens, il va nous dire pourquoi. Quelle est la raison d'être de l'association Hydrogène Vallée? J'ai découvert en même temps qu'on m'a proposé votre participation. Donc oui, nous on est une petite association de territoire. Tonneins, c'est pas une très grande ville. On est juste à côté du pont, en face de la Garonne. Et nous, on a créé l'association juste avant le Covid. Bon, déjà parce qu'on s'ennuyait pas mal pendant le confinement. Et on a commencé à bricoler chacun dans son garage. Et notamment, moi, je m'étais toujours posé beaucoup de questions autour de cet hydrogène. On nous proposait pas mal de visions d'un futur plutôt utopiste autour de l'hydrogène, qui sera mieux, qui sera bien, puis le jour où on pourra, enfin. Donc, je me suis mis à lire un peu des bouquins et à essayer de comprendre comment ça marchait. La magie d'Internet a fait que j'ai pu avoir assez rapidement des piles à combustible à la maison. Et je me suis rendu compte que j'ai beau avoir un petit diplôme d'ingénieur, j'avais rien compris à ce que c'était que l'hydrogène. Et on s'est assez vite rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Et donc, la vocation de l'association était de pouvoir communiquer sur ce que c'est vraiment que l'hydrogène. À la base, c'est pas très compliqué. C'est petit élément de la matière. C'est pas très compliqué, mais alors moi, j'y connais rien. Je suis un peu meilleur maintenant que j'ai échangé avec vous. Mais pour autant, j'ai compris qu'à tort, beaucoup considéraient l'hydrogène comme une énergie, ce qu'elle n'est pas. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément, d'abord, comment est-ce qu'on pourrait définir la notion d'énergie? Alors, nous, il y a un truc, on a commencé avec ça. On parle beaucoup de transition énergétique tous les jours. Transition, je pense que tout le monde a à peu près une définition dans sa tête. On change d'un état à un autre, on bouge, on change. Et là, on se dit définition de l'énergie. Allez, je vous laisse 3 secondes. Ce qu'on fait des sciences sont des formules. Voilà, le travail pendant un temps, les débits, voilà, on va avoir des formules.
Et puis les plus philosophes vont dire des états qu'on va avoir émotionnels. Mais la définition de l'énergie, c'est un truc qu'on prononce 15 fois par jour. Et on n'en a pas une vraie définition stricte et unique. Donc nous, on a utilisé un truc qui n'est pas de nous, mais qui nous paraît pas mal. Comme ça, je vous le donne, si on vous le refait. C'est ce qui qualifie la transformation de votre environnement. S'il y a un truc qui bouge ou qui change autour de vous, en fait, il y a de l'énergie qui est mise en œuvre. Quand quelqu'un se lève, il a changé, il y a de l'énergie qui est mise en œuvre. Quand quelque chose a changé, il y avait de l'eau liquide, il y a de l'eau gazeuse, il y a eu de l'énergie qui s'est installée là. Si on a construit ce bâtiment, c'est parce qu'on a pu consommer de l'énergie. Et là, il y a un petit truc, quand on continue cette métaphore qui fait un peu froid dans le dos, mais je vous le balance, tout ce qui nous entoure a été fait par de l'énergie fossile. Donc la copie de tout ce qui nous entoure, elle a été faite depuis qu'on crame du carbone provenant des énergies fossiles. Les plus optimistes nous disent qu'il nous en reste la moitié du réservoir, les plus pessimistes, quasiment rien. On n'a plus qu'une copie si on ne se gourre pas et qu'on ne refait pas 2 fois les bâtiments. Donc il va falloir trouver des moyens qui vont se substituer pour nous permettre d'avoir encore des chances de construire d'autres salles des fêtes, d'autres écoles, d'autres hôpitaux. Et alors justement, comment est-ce qu'on peut, pour revenir à l'hydrogène, comment est-ce qu'on peut positionner l'hydrogène dans le spectre des solutions énergétiques, même si en tant que tel, l'hydrogène n'est peut-être pas... Et ben voilà, alors donc là la mauvaise nouvelle, c'est que nous, quand on avait pris conscience de ça, on s'est dit, heureusement on va avoir l'hydrogène. Non, bam, pouf, l'hydrogène c'est un vecteur énergétique. C'est un gros mot pour dire que c'est une valise qui balade de l'énergie, comme les électrons dans un réseau électrique. Donc c'est pas une source d'énergie. On en a au Mali, il y a une petite source d'hydrogène au Mali, d'hydrogène naturel. On en a trouvé de façon assez diffuse dans le nord-est de la France. On attend des technos qui nous permettent de le concentrer. Mais l'énergie naturelle comme une source de gaz d'hydrogène, malheureusement pour l'instant, c'est pas une piste qui nous permet de se substituer en claquant des doigts à nos énergies fossiles. Et surtout, c'est qu'un vecteur énergétique. Alors après, on s'est dit, en fait, à quoi ça va nous aider de continuer à réfléchir à l'hydrogène ? L'hydrogène, quand on l'utilise, déjà, on n'en a pas beaucoup. Nous, on a des petits électrolyseurs à l'association, on fabrique un tout petit peu d'hydrogène. Et quand on le met en œuvre, les piles à combustible, il n'y en a pas beaucoup. Donc celles qu'on achète, elles coûtent une fortune. Une petite pile à combustible de 300 watts, donc le tiers de ce que consomme un grille-pain le matin, à peu près, ça va coûter de 1 500 à 2 000 euros. C'est ultra cher. Donc quand on s'est lancé à dire qu'on allait éclairer le pont de Tonneins grâce à l'hydrogène, parce que des fois on s'emballe un peu, on a commencé à faire nos comptes et ça allait être très compliqué de réallumer les candélabres, les poteaux qui sont le long du pont. Pour rallumer le pont, il fallait au moins 5 kW, 5000 watts. Nous, on avait 250 watts dans notre valise. On allait chercher des spots d'épandage bleus qui servent à éclairer quand on fait de l'épandage en nocturne pour voir ce qui est mouillé et pas mouillé, parce que c'est une lumière, vous avez vu le bleu là, ça couvre beaucoup. Vous mettez peu de puissance et ça éclaire beaucoup. Et on a réussi à éclairer tout le pont de Tonneins avec 4 spots et 180 watts. Donc la démarche qui était derrière, c'est de se dire que quand on cherche à utiliser des sources énergétiques un peu nouvelles, on se regratte fort la tête sur comment on va utiliser cette énergie puisqu'on n'en a pas beaucoup. Et c'est cette démarche qui nous a intéressés. Alors pour revenir à la question de l'innovation, j'ai noté que vous essayez de mettre en avant l'idée d'une solution énergétique de territoire. Et je trouvais, elle était peut-être là, l'innovation finalement, où il s'agirait de connecter une production et un usage local. Alors voilà, l'hydrogène, c'est très léger. Donc pour le transporter, c'est un peu la galère, ça pèse pas lourd. Donc on essaye de le comprimer. Alors, on le comprime, 200 bars, c'est la bouteille de plongée. Aujourd'hui, on essaye de le comprimer à 350, peut-être 700 bars, peut-être 1000 bars dans des stations. Donc 5 fois plus que la bouteille de plongée. Je ne sais pas si ceux qui ont fait de la plongée ont vu la pression qu'il y a quand il y a un joint torique qui pète à la bouteille de plongée. Ça fait du bruit, il ne faut pas approcher l'oreille. Et donc ça se transporte très mal et ça se stocke très mal. Je vous ai dit, c'est le plus petit élément de la matière, le proton hydrogène avec son électron qui tourne autour. Donc, faut voir que pour l'hydrogène, un réservoir, c'est une grosse éponge. Il y a des trous de partout et il reste dedans par différence de concentration, plus que par envie de passer à travers. Il peut passer, il rentre dans les métaux. On lâcherait de l'hydrogène ici avant même qu'il puisse se concentrer, exploser, il passerait à travers le plafond. C'est notre problème, on ne peut pas le garder longtemps. Et en fait, un truc qui ne se garde pas bien et qui se transporte mal, ça n'aime pas la spéculation. On n'a pas de spéculation capable. Vous ne pouvez pas le stocker et vous ne pouvez pas le déplacer. Donc si vous produisez de l'autre côté de la planète un gros camion plein d'hydrogène, même et qui vous ait rien coûté, ça ne vaudra pas le coup de l'amener, il sera vide quand il arrivera. Alors on vous entendrait parler, on essaye d'en faire de l'azote, de l'ammoniac, NH3, on essaye de le transformer. On a des cousins
CH4, le méthane, carbone avec 4 atomes d'hydrogène. C'est un cousin de l'hydrogène. Et ça nous permet de le densifier, de le balader un peu plus facilement. Mais à la base, l'hydrogène, super dur à bouger. Donc l'intérêt, quand on est sur un territoire, c'est que le producteur, il doit s'entendre avec l'utilisateur. Parce que si l'utilisateur, il ne pourra pas aller sur un marché en récupérer facilement, et le producteur, il ne pourra pas en envoyer n'importe où quand il n'a pas envie de le vendre à son utilisateur. Et c'est ce petit truc-là qui nous a beaucoup plu, parce que ça veut dire que sur des territoires comme le nôtre, on va pouvoir, sur ces notions de producteur-utilisateur, sortir d'une notion de marché. Donc ça, c'est pour l'idée et l'innovation peut-être en tant que telle. Concrètement, vous en êtes où de vos projets ? Eh ben, concrètement, je vois qu'il y avait des jeunes au fond. On a le H2GP Pro, 4 heures de course d'endurance avec des voitures télécommandées qui tournent à l'hydrogène. Donc on vous parle de voitures hydrogène. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu une, vous, dans votre vie rouler, à part quand vous prenez un taxi à Paris. Donc nous, on a déjà des voitures télécommandées qui marchent, qu'on recharge à l'hydrogène. Et des jeunes de 13 à 17 ans forment des équipes et font une course d'endurance de 4 heures. Donc les petites voitures, elles font 67 km grâce à de l'hydrogène et de l'électricité. Donc on apprend à utiliser ces deux sources d'énergie combinées dans la voiture. Les gagnants de l'année dernière ont fait la finale internationale aux États-Unis et ont fait vice-champion du monde de voitures télécommandées hydrogène. Alors ça peut être risible, mais je peux vous dire que les courses aux États-Unis, c'était 6 heures de suite. Et pendant 6 heures, il faut ménager sa voiture et arriver à bien gérer l'énergie. Et en fait, on va se retrouver avec des jeunes qui sont en lycée et qui ont des niveaux de l'ordre de nos grands énergéticiens ingénieurs parce qu'ils ont tout à fait compris où était l'énergie et comment l'utiliser au mieux dans un véhicule. Avec sobriété, probablement. Alors, vous avez donné le nom. Nous, on parle souvent d'un triptyque, sobriété, efficacité, innovation. Parce qu'en fait, c'est 3 mots qu'on utilise. Et moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand on les marie, parce qu'en fait, ils veulent pas du tout dire la même chose. La sobriété, c'est quand on arrête de faire un truc. C'est pas on le fait mieux, c'est on arrête de faire un truc. Efficacité, on le fait mieux. Et innovation, on le fait différemment. Et donc, quand on dit qu'on fait de l'innovation dans l'inefficacité, en fait, on mixe 2 concepts. Mais il est intéressant à chaque fois qu'on va tenter de réfléchir à ce qu'on est en train de faire d'un point de vue énergétique, si on est en train de faire de l'innovation, de l'efficacité ou de la sobriété. Sachant que celui qui va le plus nous aider, c'est la sobriété. Si on arrête de le faire, on est sûr de gagner. L'efficacité, c'est un pari sur un pourcentage. Révisez vos règles de 3. C'est compliqué, les règles de 3, parce que ça ne marche pas bien quand il y a des petits pourcentages. Et l'efficacité, si c'est pour ne pas faire mieux. Bien, merci Gwenaël Bourdic, donc président d'Hydrogène Vallée. Dernier intervenant, Christophe Marange. Donc bonjour. Christophe Marange, donc directeur général de la société Model. Donc vous dirigez aujourd'hui cette entreprise qui a été créée en 2016 par Patrick Delmar, une société qui est basée en Gironde. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Christophe, avant qu'on entre dans le détail du concept pour lequel vous avez été primé d'ailleurs à Greenov en 2023, 24 cette année. 24. Oui. Sur la raison d'être de cette société, parce qu'il faut revenir à ce niveau-là pour bien comprendre ensuite le concept dont on va parler, qui est le concept Viti-Tunnel. Alors, la genèse, elle est issue d'un constat de notre président, M. Delmar, qui, lors d'un retour d'un tour du monde, s'est rendu compte qu'il était confronté à une problématique simple, c'est l'utilisation des produits phytosanitaires. Pour les viticulteurs, aujourd'hui, il y a 2 problématiques majeures qui mettent en péril la pérennité de leur société. C'est le dérèglement climatique et la pression de la société civile. Le dérèglement climatique par l'augmentation des pertes de récolte dues aux épisodes de gel, grêle, maladies et aussi d'échaudage, et la pression de la société civile par une injonction quotidienne à la réduction au recours des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les viticulteurs ont peu ou pas de solutions qui permettent de répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc ça a été tout le challenge de se dire nous allons créer une solution qui permette d'amener justement une solution à ces viticulteurs qui sont confrontés la plupart du temps à ce qu'on appelle des impasses techniques. Donc trouver une solution en fait, c'est ça la raison d'être. Tout à fait. Et proposer une solution qui soit pertinente, efficace. Alors donc vous développez cette solution depuis 2016, avec donc un nom de code qui s'appelle Viti-Tunnel. Viti-Tunnel. Le produit s'appelle Viti-Tunnel. Donc l'idée, elle est partie de se dire, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle la prophylaxie. C'est lutter
en amont de la problématique et donc de venir protéger le végétal de l'élément clé pour l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est la pluie, qui va être à l'origine de plus de 80% d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, le vititunnel, c'est quoi? C'est un dispositif monorang qui vient protéger les rangs de vignes lors des épisodes de gel, grêle ou de pluie, et maintenant, on le sait, aussi de l'échaudage. On vient déployer des bâches au-dessus des vignes pendant les événements climatiques, ça en moins d'une minute, et on vient les replier toujours en moins d'une minute, de telle manière à interagir le moins possible avec l'effet terroir. Donc c'est un dispositif automatisé de déploiement d'une canopée. C'est ça, tout à fait, d'une canopée fictive. Alors automatisé, en fait, aujourd'hui, on a un peu évolué. On sort d'une grande expérimentation qui a été faite sur 10 propriétés en Gironde pendant 5 ans, sous la direction méthodologique et scientifique de l'Institut français de la vigne et du vin, pour prouver notre concept, parce que c'était quand même pas rien de dire qu'on pouvait conduire un vignoble sans utilisation de produits phytosanitaires et en garantir la récolte. Donc ça a été fait, ça a été validé. Et aujourd'hui, après le dépôt de brevet, on est en mesure de proposer 3 produits commercialisés. Donc le premier qui est le vititunnel Smart Protect. Donc c'est une solution qui est complètement automatique, sans aucune intervention du viticulteur, et qui permet de garantir la récolte contre le gel, la grêle, les pertes dues aux maladies, mais aussi à l'échaudage, et d'amener une réduction de plus de 90% d'utilisation aux produits phytosanitaires. Le deuxième produit est une version un petit peu plus économique qui a été soufflée par nos utilisateurs, et donc c'est la version Essentiel Protect. Là, on va aider le viticulteur ou aider les agriculteurs à pouvoir garantir leur récolte par rapport à ces aléas, mais sans réduire l'utilisation aux produits phytosanitaires. On va être juste une solution d'appoint dans leurs itinéraires techniques. Et puis dernièrement, toujours pareil, c'est les viticulteurs qui sont venus nous voir, ils nous ont dit « mais est-ce que vous avez pensé à ça ?» On a développé ce qu'on appelle le vititunnel TNT Protect. Et donc là, c'est une solution qui est dérivée de la conception mécanique de notre dispositif et qui va permettre de venir isoler des témoins non traités. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des témoins non traités, mais ce sont des petits bouts de parcelles où on va faire l'inverse d'un vititunnel, on va laisser développer la maladie pour pouvoir regarder sa progression et son intensité de développement. On appelle ça un outil d'aide à la décision. Et donc aujourd'hui, on a un marché sur cette utilisation. On a conçu un produit très simple qui permet de pouvoir aider les viticulteurs à réduire l'utilisation de leurs produits phytosanitaires. Bon, techniquement, ça marche donc. Techniquement, ça marche. Ça marche, ça a été testé, ça marche. Alors, j'ai quand même une question, parce que vous avez derrière vous une photo, je ne sais pas si vous l'avez fait attention. Bon, là, on a des rangs bien droits, sur un terrain bien plat. J'imagine que dans certains vignobles... Il y a quelques limites techniques. Il y a quelques coteaux, il y a quelques rangs de vignes qui ne sont pas parfaitement rectilignes. Comment ça va se passer techniquement? Parce que là, bon, on est sur un système automatisé de déploiement. Tout à fait. Là, on est sur une longueur qui fait 140 mètres. Donc aujourd'hui, c'est notre limite technique. On n'a pas voulu encore aller plus loin que 140 mètres en termes de longueur. Concernant le dévers, on est capable de pouvoir gérer de la pente. Par contre, pour l'instant, on est incapable de pouvoir gérer des courbes. Donc si un rang de vigne est en courbe prononcée, pour l'instant, c'est une incapacité technique pour nous de pouvoir faire ce genre d'alignement. Là, ici, vous avez tout à fait le cas concret de l'utilisation d'un vititunnel. Donc là, c'est le Smart Protect, de version toute automatisée, sans fil, avec une alimentation solaire, qui vient se positionner à côté d'une école. Aujourd'hui, cette bande de vignes, la seule solution pour le viticulteur pour répondre aux problématiques réglementaires, c'est d'arracher. Elle est menacée de disparition. C'est ça, tout à fait. Les vignes étaient là avant l'école, les vignes étaient là avant les maisons, mais maintenant, il faut que tout le monde cohabite. Et là, aujourd'hui, c'est une solution pour pouvoir conduire les rangs de vignes sans utilisation de produits phytosanitaires. Ça va... Donc là, c'est tout à fait ce qu'on appelle notre premier marché cible, c'est le marché des parcelles, ce qu'on appelle DSPPR. Ouais. Ça va sûrement s'accompagner aussi d'un changement dans le mode de conduite de la vigne, parce que j'imagine que quand tout ça est déployé, les engins de travaux du sol, de vendange, bon... Tout à fait. Il y a des choses au niveau de la culture de la vigne où on va être obligé de les aménager par rapport au dispositif vititunnel. Mais quand on regarde l'ensemble des fonctionnements, des étapes de production de la propriété, finalement, on fait varier peu ou prou ce temps-là. Il va être décalé, il va être utilisé d'une manière différente.
Vous n'allez pas appréhender le travail du sol de la même manière que vous l'aviez avant. Vous n'allez pas appréhender le tracteur, le passage des engins. On va remettre au centre le végétal. La vie du sol, c'est important. Le dispositif Vititunnel permet aussi de limiter de manière importante le passage et l'utilisation d'engins lourds. Et donc, on va revenir à des choses que faisaient avant nos anciens. On écoutait le sol, on écoutait le végétal. Et là, c'est un peu obligatoire. Vous ne pourrez pas faire autrement que de réfléchir différemment en se disant très bien, je vais écouter ma vigne, je vais regarder ma vigne. Alors certes, on a une solution qui modifie un peu l'impact paysager. On utilise aujourd'hui des bâches qui sont de conception plastique, mais on travaille aussi sur des bâches de conception biosourcées. Donc il y aura toujours un delta par rapport au parfait, mais on a déjà une avancée et surtout une solution pour nos viticulteurs qui, pour l'instant, n'en ont pas. Bon, dans certaines circonstances, donc certaines configurations, en tout cas, la solution est opérante, il n'y a pas de problème. Vous me disiez quand même, aujourd'hui, vous êtes encore sur un marché dit de démonstration, en fait. Tout à fait. En termes de coûts, est-ce qu'il y a des éléments de coûts pour le viticulteur, de coûts d'investissement? Parce que finalement, pour passer à la commercialisation à grande échelle... Alors, en fait aujourd'hui, on est clairement bloqué sur une communication de coûts, puisque c'est la question qui revient systématiquement. Oui. Donc il y a plusieurs approches. Aujourd'hui, nous, on couvre en mètres linéaires. Donc plus la densité de la vigne va être importante, et forcément plus le coût va être cher. Mais on a aussi une approche où on va s'appuyer sur des aides de financement, puisque là, vous avez une solution qui vous permet de vous garantir contre le gel, la grêle, l'utilisation de produits phytosanitaires et l'échaudage. Et ça, de manière prouvée. Donc, quand vous prenez les uns séparés, chaque problématique séparée, la rentabilité est nulle. Par contre, quand vous commencez à regarder l'ensemble de ce que ça peut faire, vous avez un retour sur investissement qui devient complètement cohérent. Malheureusement, aujourd'hui, la répétition de ces aléas climatiques et la répétition des pertes de récolte dues à ces aléas fait que tout le monde arrive à se poser la question. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, puisque je rappelle quand même que l'intérêt des Vititunnel, dans un premier temps, c'est de répondre à ces problématiques-là, ces problématiques où on voit nos enfants à côté des vignes, les vignes à côté des terrains de foot, où finalement, à part dire aux viticulteurs, vous faites un travail qui n'est pas propre, mais on ne lui donne pas de solution. Donc nous, c'est vraiment ça le plus important, c'est amener une solution aux viticulteurs pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Et là, on n'imagine pas que, comme on aide pour l'installation d'une tour anti-gel, comme on aide pour l'installation de canons à grêle mutualisés, on n'imagine pas que le Vititunnel, qui permet toutes ces choses en même temps, que le viticulteur ne soit pas aussi aidé pour l'installation d'un Vititunnel. Aujourd'hui, on est dans une phase où on s'est aperçu qu'il y avait un véritable intérêt par la profession et l'écosystème. Donc on est passé de 2 employés à 9 employés. On vient de créer notre siège social. On sort d'une levée de fonds de 2 millions d'euros chez Demeter via son fonds Vitirav Innovation. Et donc aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'on doit accélérer. Et cette accélération va nous permettre de pouvoir commencer à imaginer des effets de réduction de coûts par la distribution. Et ça commencera à devenir intéressant pour un maximum de viticulteurs, même quand on a des valorisations de bouteilles qui sont juste aux alentours de entre 6 et 10 euros. Nous, on veut vraiment venir toucher le maximum de personnes et que ce ne soit pas une solution élitiste, mais vraiment une solution pour tout le monde. Merci pour votre témoignage et toutes ces informations. Pour clore donc cette première table ronde, et avant d'ouvrir l'échange donc avec notre assistance, j'ai le plaisir d'accueillir un premier grand témoin en la personne de Joël Gorostidi, donc qui est membre du cluster machinisme. Joël, il est là, qui est donc Joël Gorostidi, donc ancien directeur de la société Kirpi, aujourd'hui consultant. Bonjour Joël, venez me rejoindre. Je vais vous laisser le pupitre. Juste pour vous dire, Joël, donc en votre qualité de vice-président donc du cluster machinisme, est une association donc, qui regroupe des constructeurs de machines agricoles notamment. Est-ce que vous vous sentez concerné comment est-ce que vous vous sentez concerné par ces innovations énergétiques? Alors, bon, on a pris 4 illustrations, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et est-ce que cette question-là, est-ce que c'est un sujet pour le cluster et les entreprises adhérentes? Je vais prendre un autre micro, je vous laisse celui-ci, Joël. Bonjour à tous, grand par la taille surtout. Merci. Donc, vous m'avez posé.
Est-ce que c'est un sujet pour le cluster machinisme, Oui, cette question de l'innovation énergétique? Tout à fait. Le machinisme agricole est en perpétuelle innovation et progression. Et même si dans nos matériels agricoles, une grande partie de nos matériels agricoles ne fonctionne pas directement avec sa propre énergie et sont animés par les prises de force de tracteurs, ce sont les tractoristes qui ont développé et préparé cette transition énergétique avec l'électrification de leurs tracteurs. La seule chose qu'on pourrait regretter aujourd'hui, c'est que la capacité des batteries existantes sur le marché, à ce jour, ne sont pas suffisamment puissantes pour pouvoir développer des grosses puissances. Mais nous avons au sein du cluster, on ne parlera plus des grandes sociétés comme le tractoriste, mais nous avons au sein du cluster des constructeurs de machines agricoles qui ont déjà franchi le pas et qui ont électrifié leur matériel qui sont très souvent destinés à la vigne, à l'arboriculture, au travail dans les serres. Je pense notamment au matériel de désherbage, de binage et aux nacelles de taille. Une question qui revient très fréquemment au niveau du cluster, c'est quelle direction vont prendre ces nouvelles énergies et comment peut-on se préparer demain pour intégrer dans nos entreprises et sur nos matériels ces nouvelles énergies. Alors on vient de le voir, hein, donc s'agissant de s'adapter notamment aux effets du réchauffement climatique, bon, ce n'est qu'une illustration, mais toujours est-il que innover réclame beaucoup d'investissements. Quel est l'état d'esprit des adhérents du cluster machinisme sur cet aspect-là des choses et notamment sur leur propre capacité à investir? Parce que bon, on vit une situation où on voit il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Investir dans ces moments-là, c'est toujours peut-être un peu plus difficile. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Dans nos entreprises de machinisme agricole, le besoin et l'envie d'investir est bien présente. Mais la prudence, aujourd'hui, la prudence est de mise. Nous sommes dans un secteur où les chiffres d'affaires sont très variables et on peut atteindre des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 40% d'une année sur l'autre. Et je pense malheureusement que la crise agricole 2024 en sera le témoin. Néanmoins, on a la chance d'être sur un secteur où on a encore des aides pour l'investissement, ce qui est une limitation de risque à prendre pour les entreprises et va souvent être le déclencheur pour les investissements. Donc du pragmatisme, de la prudence, mais en même temps, vous restez optimiste dans la capacité des entreprises à investir quoi qu'il en soit, pour répondre... Voilà, comme je disais, avec prudence, il est quand même nécessaire de maintenir de l'investissement et de ne pas se laisser dépasser par l'attentisme. Là où ça deviendra plus compliqué, là où c'est plus compliqué, ça va être pour les entreprises dont plusieurs font partie du cluster, ce sont les TPE. Les TPE qui ont, je dirais, un besoin qui peut être identique à une entreprise plus grande. Et si je prends l'exemple d'une machine de production, elle aura le même prix pour une entreprise de 10 personnes ou de 100 personnes. Sauf que les capacités de financement ne seront pas du tout les mêmes pour les deux entreprises. Et au sein du cluster, nous menons des réflexions pour essayer de mutualiser des investissements pour permettre à ces petites entreprises d'améliorer leur outil de travail. C'est encore une fois l'idée de la coopération qui ressurgit. Voilà. Encore une fois, c'est ce que j'allais vous dire, on voit que le regroupement des compétences, des savoirs, est indispensable aujourd'hui pour pouvoir se développer. Merci. Donc Joël Gorostillier, donc vice-président du cluster machinisme. Merci à vous. Consultant et ancien dirigeant de la société Kirpi. Merci Joël. Bien, on a un petit quart d'heure devant nous pour échanger donc avec nos intervenants, vous permettre de réagir à leurs
présentation, alors prise de position pour certains. Donc il y a 2 micros qui vont circuler de part et d'autre de la salle. Si vous souhaitez poser une question, intervenir, formuler une observation, n'hésitez pas, c'est le moment. Levez la main, pensez à vous présenter. Alors je ne vous vois pas trop parce que je suis ébloui par le spot. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces... Oui, il y a une question ici au premier rang. Attendez, on va vous porter un micro. Pensez à vous présenter. La question, c'était... Bonjour, Jean-Philippe Duplèche. Pour Vititunnel, la récolte. Vous parlez de méthode de récolte? Oui, c'est toujours à la main. Enfin, pardon, on peut mécaniser? On peut mécaniser. Alors aujourd'hui, nous menons des essais sur une propriété en Cognac, puisque là-bas, il n'est pas question de parler de récolte manuelle. Je pense que ça mettrait en péril l'utilisation des gens. C'est la charge par pied est trop importante, et donc ils sont en mécanisation. Et nous avons fait une vendange mécanique cette année sous le dispositif Vititunnel. Donc voilà, ça s'est pas fait sans mal. Ok, merci pour la réponse. Bon, le chantier est ouvert, de toute manière, j'imagine, sur l'adaptation de la conduite du vignoble. Oui, de toute façon, il y a encore beaucoup de choses à... Le but étant de répondre au maximum aux viticulteurs par rapport à leurs différentes méthodes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'aller dans d'autres vignobles nationaux parce que les conduites divergent, sont différentes d'un vignoble à l'autre. Et le but étant de pouvoir répondre à l'ensemble de ces problématiques. Donc, il y a des approches techniques différentes. Et donc, on travaille en collaboration avec des propriétés. Si j'avais dans l'Assemblée, il y en a qui sont intéressés pour faire partie de cette entente, on est à l'écoute de Buzet aussi pour leur vigne. Oui, ça me fait penser d'ailleurs à un point qu'on n'a pas évoqué, Monsieur Marange, sur le fait qu'aujourd'hui vous travaillez sur la partie viti, mais que vous n'êtes pas non plus fermé à regarder les besoins du côté, parce qu'on est en Lot-et-Garonne ici quand même, des productions fruitières, des productions maraîchères. Tout à fait. Aujourd'hui, notre preuve de concept a été faite sur la vigne, mais elle est issue de la pomme, puisque c'est d'abord une recherche qui a été faite au niveau de la tavelure, donc qui n'est pas de notre ressort. On s'est servi de ces premiers constats, et aujourd'hui, on a des gens qui nous approchent pour l'arboriculture, le maraîchage et le fruitier. Donc certaines cultures qui travaillent même sous des ombrières photovoltaïques où on nous dit pourquoi ne pas essayer de collaborer pour amener une solution encore plus complète en s'intégrant sur des ombrières par exemple. Merci pour ces précisions. D'autres questions? Alors, il y en a une ici au premier rang et je crois qu'il y a monsieur après. Ici, quel micro? Monsieur en premier. Pensez à vous présenter. Bonjour, Jacques Chapollard. Je voulais poser une question par rapport à Hydrogène Vallée. Est-ce que vous vous êtes rapproché des projets photovoltaïques afin de pouvoir éventuellement transformer l'électricité quand il y en a trop en hydrogène? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé? Ouais, donc nous, on est une petite association. On a un budget qui tourne grâce à des crêpes et des animations. Donc, un électrolyseur mégawatt, ça vaut à peu près 1 mégawatt. C'est ce que produit une éolienne, ça vaut 2 millions d'euros. Le parking pour faire rentrer en zone ATEX le troller, voilà. Donc, en fait, c'est pour recontextualiser que nous, on est une petite animation sur l'animation. Vous venez de mettre le doigt sur la source potentielle de production d'hydrogène, parce que, alors je pense que par manque de légitimité, mais là il y a plein de gens qui ont un avis sur l'hydrogène. Il y en a plein qui ont entendu des problématiques de rendement. Enfin, quand on fait de l'hydrogène, on va utiliser 100 watts par exemple pour électrolyser. Bim, il n'y a plus que 50 watts qui est utilisé vraiment pour électrolyser. 50% de rendement à l'électrolyse. Je le refais passer dans la pile à combustible, rebim, 50%. Alors pour les jeunes qui sont là-haut, quand on fait 2 fois 50%, il nous en reste un quart. Voilà, j'ai vu que ça dormait un peu à droite. Et donc, quand il nous en reste qu'un quart, enfin les trucs qui nous restent qu'un quart, ce que vous mettez en pétrole dans la bagnole, il nous en reste combien en énergie méca? Vous l'avez ça? 35%. C'est le cycle de Carnot. Donc, c'est pire que la bagnole avec du pétrole. Donc, cet hydrogène, et en tout cas cette énergie qu'on va utiliser au moment de l'électrolyse, il y a un moment, on va essayer d'avoir ce concept de gratuité énergétique.
Alors c'est pas top mais vous avez des pays qui à des instants, et nous on en fait partie, quand il fait soleil, généralement il fait soleil chez tout le monde. Ce week-end il faisait beau chez nous, il faisait beau un peu plus au nord, il faisait beau un peu plus au sud, tout le monde a produit. Et une fois qu'on a satisfait à nos problématiques de capacité de transformer tout ça et de mettre ça sur le réseau, on est tous sur le réseau avec notre production. Vous connaissez ça dans l'agriculture, quand vous produisez, vous êtes tous sur le réseau avec la même chose. Et qu'est-ce qu'on a inventé ? On a inventé les silos pour foutre les grains au sec, pour attendre le moment où tout le monde en a besoin, et pas quand vous le produisez. Donc l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est un peu un silo énergétique. Et donc effectivement, au moment où le marché énergétique, notre demande va s'écrouler, et on n'en a pas besoin, on est en plein été, tous en vacances, en mi-août, les boîtes on a fermé, on a mis les 3 semaines de la convention de la métallurgie pour avoir la récupération, personne ne bosse. Bref, et donc là, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Et quand on essaye de mettre dans une balance ces 2 millions d'euros devant l'avantage qu'on va avoir à pouvoir stocker, et je peux vous dire que pour avoir un peu bossé pour les gars qui font des silos vers Rouen, il n'y a pas tellement de prix aux capacités à stocker un élément. Il n'y a que la capacité du marché à s'envoler. Et donc nous, dans l'électricité, on vient de prouver dernièrement que le marché de l'électricité peut s'envoler. Il ne s'était pas envolé depuis des années. Et ça y est, on vient de le vivre, le marché de l'électricité peut s'envoler. Vous pouvez payer 70 € le mégawatt heure, mais vous pouvez aussi le payer 800 €. Et ça a tout changé, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une approche un petit peu plus sur une protection du marché, de stockage de l'énergie par plusieurs moyens, pour ne pas être bloqué, et l'hydrogène, comme gaz, en fait partie. Et c'est pour ça que quand on met des panneaux solaires, on peut le stocker. Nous, plus concrètement, on met des panneaux solaires pour essayer d'électrolyser un petit peu d'eau, pour se faire un tout petit peu de gaz pour nos petites voitures télécommandées, mais on reste sur des watts. Voilà. Merci donc pour cette réponse. Pardon, j'ai le micro. Autre question, je crois que... Ouais, monsieur. Oui, François Bizieux. Ma question était un petit peu du même ordre. C'était par rapport à l'hydrogène aussi. Parce que je crois on constate tous que, par exemple, la Chine essaie d'inonder les marchés, en particulier européens, avec les voitures électriques. Mais je crois que parallèlement, elle travaille à ce qu'à l'avenir, ces voitures électriques soient remplacées par les voitures à hydrogène. Alors, j'ai entendu parler de ça. Peut-être que vous avez des informations à ce sujet-là. Et dans ce cas-là, on serait tous pris de court. Si c'est... Alors, je vais répondre et après, mais avant, je vais vous dire un truc. C'est que vous avez vu, on a une appétence pour l'innovation. Je vous ai parlé d'un truc que vous ne connaissez pas, l'hydrogène, vous me posez des questions. Il y a un super principe, le truc des vignes, là, c'est top. C'est de l'innovation et on a les questions. Je peux vous dire que ceux qui sont impactants sur leurs décisions dans les 10 prochaines années, ils sont assis à côté de moi. C'est à eux qu'il faut poser des questions. Il faut s'intéresser à ce qu'ils vont faire. Il faut les aider à mieux faire comprendre nos attentes pour que les chaudières de demain qui vont manipuler une quantité de CO2 qui n'a rien à voir avec les économies de pesticides ou ce que nous, on va pouvoir changer avec des techno-hydrogènes qu'on va installer. Mais je vais quand même vous répondre. L'avantage des Chinois, c'est que généralement, il faut écouter ce qu'ils disent parce qu'ils font ce qu'ils disent. Donc il y a 20 ans, ils ont dit qu'ils allaient faire déjà de l'électricité. Les piles à combustible qu'on utilise, nous, dans nos petites voitures télécommandées, sont des restes de kits pédagogiques qui ont plus de 10 ans, que les Chinois envoient en Europe avec une société qui est en République tchèque, parce qu'ils ne s'en servent plus et ils les produisent en telle quantité que ça commence à devenir abordable pour nous. Ça fait plus de 10 ans qu'ils utilisent ces kits pédagogiques dans leurs lycées et dans leurs collèges. Nous, on nous voit arriver comme le Messie quand je pose un petit cube bleu de leur production sur la table pour faire les premiers grammes d'hydrogène dans le collège à côté de chez nous. Donc oui, ils vont arriver avec un mix énergétique de toute façon, puisque c'est une des solutions qui s'offre à nous, c'est-à-dire on est dans un monde complexe, donc a priori la solution elle va être complexe, la solution unique va être très compliquée à trouver. Je pense que technologiquement on commence à vraiment s'en rendre compte et donc mais je pense qu'il faut qu'on arrête de vivre dans une peur des marchés très dynamiques qui nous entourent. On a des capacités, on a une jeunesse, on a une jeunesse qui aujourd'hui a une éducation, on a des filières scientifiques solides, on a des très très bonnes écoles. La preuve, c'est qu'ils partent souvent à l'étranger. Et donc aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir des industriels sur le territoire, qui peuvent en plus avoir besoin de ces jeunes qui se grattent la tête pour trouver comment on va
justifier le fait que le grand chef a dit qu'on ferait 0 carbone. Et, donc, et pire que ça, faire des avions qui volent à l'hydrogène, par exemple. Moi, j'aimerais pas être l'ingénieur qui va devoir inventer cet avion-là, mais il va falloir le faire parce qu'on a dit qu'on allait le faire. Et donc, tout ça pour essayer de transmettre le micro à mes voisins. Et franchement, il faut qu'on s'intéresse plus à comment marche une chaudière, comment on fait de l'énergie, pourquoi en fait une partie de l'énergie qu'on utilise n'est pas consacrée que au transport. On a besoin de se chauffer. Là. Aujourd'hui, on s'en est souvenu ce matin qu'il fallait se chauffer. On l'a oublié pendant quelques mois, mais ce matin, on s'en est bien souvenu. Et c'est là qu'on prend des grands choix technologiques qui vont impacter énormément, pour certains, une conviction sur la production de CO2, pour d'autres, la mise en place de solutions qui vont endommager notre environnement et nos ressources. Voilà. Les 3 points qu'on impacte quand on fait ces choix technologiques, c'est la pollution au CO2 de notre atmosphère avec les conséquences qu'on connaît, la mobilisation de la ressource, elle n'est pas infinie. Si on décide de faire des cuves ou des transformateurs électriques avec le cuivre qui nous reste, on ne fera pas des moteurs pour mettre dans nos voitures, parce qu'on n'aura pas une ressource capable de cuivre pour faire ça. Je pense que vous partagez un petit peu ma vision. Et enfin, quand on fait tout ça, si c'est impactant sur notre environnement, on se demandera ce qu'on a sauvé à la fin. Parce que s'il n'y a plus grand-chose qui vit sur Terre, à la fin, à part nous, au milieu, voilà. Donc, ces sujets sont passionnants. Nous, on arrive vraiment à les mettre en œuvre avec une façon un peu ludique et on montre que ça marche. Il faut arrêter avec le fait de s'enfermer dans des labos pour montrer que ça marche. Ça marche, c'est là, c'est disponible. Et tous ceux qui s'y intéressent, venez vous amuser avec nous. On se marre bien. Et ça montre que... Et avant de vouloir inonder le monde ou je dirais tenir un bras de fer contre nos amis asiatiques, on va juste essayer, entre Tonneins et Nérac, de mettre quelques petites initiatives en place. Et puis on verra si on peut faire un tunnel qui marche à l'hydrogène en stockant son énergie. Et puis on verra si un jour on peut injecter un peu d'hydrogène dans les chaudières. Si on injectait déjà 7%, c'est ce qu'on discutait, si on injecte 7% du gaz naturel qui brûle avec de l'hydrogène dedans, déjà c'est une production d'hydrogène qu'on ne sait pas faire sur le territoire et qu'on ne sait pas faire avant 5 à 10 ans. Si on s'y met là tout de suite à investir. Ok, merci. Moi je retiens l'idée quand même du mix, parce que ça sera nécessairement dans cette approche-là que l'hydrogène pourra éventuellement donc, se développer en termes d'utilisation. D'autres questions ? Non ? C'est bon ? Eh bien, on va enchaîner s'il n'y a pas d'autres questions. Allez, merci beaucoup donc, à nos invités.